Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du projet T16. Avant de lancer ce nouvel épisode, il va falloir que je prenne 5 minutes de votre temps pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Pour tous ceux que ça n'intéresse pas, je vous mets un timecode pour pouvoir zapper directement et commencer la vidéo. Pour que vous compreniez bien la situation, il va falloir que je vous parle de moi, de ma vie privée. Depuis des années, je cumule en fait plusieurs emplois. Donc, je travaille pour un employeur à peu près entre 40 et 50 heures par semaine. Donc, j'ai un contrat en CDI comme beaucoup de monde. Également, j'ai créé en fait une micro-entreprise il y a un petit peu plus de 2 ans pour que je puisse payer le loyer en fait de ce local. À ça, vous ajoutez les vidéos YouTube, donc tout ce qui est mécanique, faut filmer, tout ce qui est montage vidéo. Enfin voilà, s'occuper de la communauté, tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps. À cela, vous ajoutez également une vie de famille. J'ai une femme, j'ai 2 enfants et je suis également propriétaire d'une maison qu'il faut entretenir, puisque quand on est propriétaire, en fait, on peut se reposer sur personne. Donc, j'essaie de faire un maximum de travaux par moi-même. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, il va falloir que je vous raconte en fait ce qui m'est un petit peu arrivé. Alors, je vais essayer de faire vite et de faire court, mais c'est un lien en fait avec l'avenir de la chaîne. Donc le 30 août, j'ai fait un burn-out total. En fait, mon corps, mon cerveau a dit stop. Stop Thomas, arrête. Arrête de travailler, tu veux pas écouter, tu es épuisé, et bien moi je t'arrête. Alors il n'y a pas beaucoup de monde effectivement qui connaissent le burn-out. Quand ça m'est arrivé, ça a été très très dur. J'ai passé plus de 4 semaines au lit à me retrouver, à ne plus pouvoir rien faire. Je me demandais ce qui se passait. Alors au début, j'avais chopé le Covid et puis je voyais que ça durait, que ça durait, que ça durait. Et en fait, il s'est avéré que c'était un burn-out total. Ça a été très dur, ça a été un choc pour moi de passer à une hyper-activité à ne plus pouvoir rien faire. Psychologiquement, ça a été très très dur. Mais après, forcément, quand physiquement on est très très faible, ça se ressent sur les vidéos, ça se ressent sur le rythme. Voilà, donc je me dois de vous en parler. Et surtout concernant l'avenir de la chaîne. Avant, je me disais que c'était bien de sortir une vidéo par mois, ce qui était déjà pas énorme, mais c'était déjà beaucoup en fait pour moi, puisque forcément mes jours de repos étaient consacrés à la micro-entreprise, à la vie de famille, YouTube. C'était déjà pas suffisamment, 2 jours de repos dans la semaine, c'était déjà beaucoup de travail. Donc là, j'ai décidé, dans un premier temps, déjà de fermer la micro-entreprise parce que je ne peux plus suivre. Voilà, il y a eu le burn-out, donc je ne peux plus suivre. Qui dit fermer la micro-entreprise dit qu'il va falloir que je prenne de mon salaire pour payer le loyer en fait du garage. Et donc, ce qui va en découler, c'est que j'aurai moins de finances, moins d'argent pour les projets en fait que j'avais sur la chaîne. Donc, ça veut dire que le projet T16 va mettre un peu plus de temps que prévu. Et ça veut dire également que je ne pourrai plus sortir une vidéo par mois, mais peut-être une vidéo tous les 2 mois. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Et c'est surtout pour ça, en fait, que je vous raconte ma vie. C'est que je me dois de vous expliquer pourquoi est-ce que je vais ralentir le rythme des vidéos. Déjà, il y a le physique. Changement de vie, parce que suite à un burn-out, on est obligé de changer de vie. On peut plus continuer à travailler comme ça. Bon, j'espère avoir été suffisamment clair. Voilà, c'est jamais simple de raconter sa vie comme ça face à une caméra, mais bon, voilà, je me devais d'être clair avec vous. Dans cette vidéo, vous verrez, j'ai eu un petit peu de mal à trouver mes mots. Il y a même des moments où j'ai carrément oublié de filmer certains passages. J'ai oublié également d'expliquer certaines choses. Donc, je vous le dis maintenant, des choses qui ont été faites, mais dont je n'ai pas parlé dans la vidéo. Notamment, après avoir remis toutes les soupapes dans la culasse, j'ai fait le contrôle d'étanchéité, mais j'en ai pas parlé. Donc, la culasse est étanche. Également, j'ai fait le plastigauge au niveau des coussinets de bielle. Donc, on est à 0,04 mm de jeu en fait entre le vilebrequin et le coussinet de bielle. Voilà, c'est quand même important de contrôler quand on vient mettre des coussinets neufs. Voilà, vous verrez, il y a pas mal de petites choses comme ça dont j'ai oublié de parler, où des fois je trouve pas forcément mes mots. Enfin bon, voilà quoi, c'était encore une vidéo où j'étais quand même pas mal fatigué. La culasse, je l'ai prise, je l'ai amenée jusqu'à chez moi. J'arrive même plus à parler.
La culasse, je l'ai prise, je l'ai amenée jusqu'à chez moi pour pouvoir faire le rodage des soupapes. Ça m'évitait de faire les allers-retours à l'atelier en fait tous les jours. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, donc dans le bloc en fait, j'utilise des bielles de TCT, des bielles d'origine. Ça tient à peu près 350 chevaux. Et j'utilise également les pistons d'origine de XSI. Donc, pour rappel, ce sont des pistons creux, mais beaucoup moins creux que ceux du TCT. L'idée, en fait, c'était surtout de rehausser au maximum la culasse pour éviter que les soupapes viennent toucher les pistons. Et le fait d'avoir des pistons moins creux permettait de récupérer du rapport volumétrique. Pour rappel, on a un RV qui va être à 9.1 ou à 9.1. Voilà. Donc, ce sera une bonne chose. Bon, ben allez, je vous laisse devant la vidéo. Allez, go! On va commencer l'assemblage du bloc. Donc là, on va poser les coussinets de Villebrequin de marque Glico. Donc rien de particulier, hein, c'est du classique. Donc le mieux, c'est quand même de faire ça avec les mains propres et sur un cartable propre. Idéalement, mettre les doigts le moins possible sur les coussinets. Ensuite, j'utilise de la pâte de montage. Parce que comme on ne sait pas dans combien de temps le bloc il va tourner, il faut mieux y mettre de la pâte. Allez, on va poser le Villebrequin. En général, je m'éclate toujours un doigt. J'espère que ça va le faire. Ok. Ça, effectivement, ça a l'air pas mal. Et surtout, je me suis pas niqué de doigt. Bon, j'ai commencé à installer les paliers de Villebrequin. Et en même temps, j'ai récupéré les vis de palier de mon ancien bloc parce que ceux-ci sont différents. Ils permettent de venir visser la plaque anti-barbotage. Hein, comme vous pouvez voir, hein, il y a un trou au milieu avec un pas fileté en fait. Hein. Voilà, c'est pour remplacer ces vis-là. J'ai remonté tous mes paliers. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé les petits joints là qui viennent sur les côtés, les espèces de joints là qui sont tout droits, qui viennent en fait à la verticale. J'ai récupéré mes anciens parce que ceux qui étaient d'origine du bloc, ils étaient tout secs et tout craquelés. Donc c'était un coup à ce que ça fuit et j'ai complètement zappé d'en prendre des neufs. Donc bon, du coup j'ai récupéré mes anciens, mais mes anciens fuyaient pas et surtout le caoutchouc, ben, il est pas durci ni rien. Donc je sais que ça fuira pas, donc ça c'est une bonne chose. Ici on a bien nos 4 vis de palier pour que je puisse mettre la plaque anti-barbotage. Donc là maintenant pour le Villebrequin, c'est ok, c'est terminé. Hein. Tout est installé, tout est posé. Pour les coussinets de bielle, j'ai décidé de partir sur du coussinet Trimétal ACL. Bon voilà, une marque qui maintenant est quand même pas mal connue. J'ai déjà installé un piston ici à l'intérieur. Donc là on va installer le deuxième. J'ai déjà posé mon petit coussinet avec un petit peu de lubrifiant dessus. Hop. Donc là sur les pistons, on a une flèche avec marqué distribution. Comme ça on est sûr de ne pas les poser à l'envers. Une fois que c'est posé, tu viens tapoter doucement dessus. Tu t'assures que le serre-segment est bien contre le bloc et tu tapotes. Hop. Voilà, impeccable. Ensuite, il faut pousser. Voilà. Bon, je vais faire tous les autres hors caméra. Tant que je suis là, quand même, quelques précisions au niveau de la segmentation. Donc, je n'ai pas acheté de segment neuf puisque sur ces pistons-là, les segments, ils ont 3000 km. Je peux vous renvoyer vers l'une des toutes premières vidéos quand j'avais refait le bloc complet de la XSI. Hein, donc, c'était son moteur d'origine que j'avais refait. Du coup, je me suis pas amusé à aller racheter des segments, sachant que ceux-là, ils ont 3000 km. Par contre, je me suis assuré qu'au niveau du gap, on soit bien à 0,40. Voilà, en général, on est entre 0,35 et 0,40. Surtout quand on a un moteur à turbo, étant donné que ça va chauffer beaucoup plus qu'en atmosphérique, il faut impérativement avoir un gap de segment plus grand parce que ça va chauffer, ça va se dilater et il faut que le segment ait de la place, lui, pour se dilater. Voilà. Hors caméra, je vais remonter les autres pistons et puis ben, je vous reprends juste après. La plaque anti-barbotage est remontée, la pompe à huile également. Bon, on voit qu'elle est passée au bac à ultrasons, hein, parce qu'elle est, elle est limite comme neuve. J'ai remonté également le petit carter qui vient ici sur le côté. J'ai enlevé le vieux joint spi, on en mettra un neuf plus tard. Donc là, toute la partie bas moteur est faite. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de la culasse.
Bon, on se retrouve chez moi, histoire de changer un petit peu, hein. J'ai préféré m'occuper de la culasse directement à la maison, parce que sinon, tous les jours, il aurait fallu que j'aille à l'atelier et tout ça, et sincèrement, c'était pas jouable. Donc j'ai tout ramené, j'ai nettoyé toutes les soupapes. Je peux vous renvoyer vers la première vidéo de quand j'avais démonté tout ça. Vous verrez hein, que les soupapes, notamment les soupapes d'échappement, étaient vraiment pourries de chez pourries. La culasse en elle-même, rien de particulier. Je l'avais passée au bac à ultrasons, pareil dans la dernière vidéo. Je la repasserai également au bac à ultrasons parce que j'ai fait le rodage de quasiment toutes les soupapes. Et du coup, pour enlever la pâte à roder qu'il y a partout, le mieux c'est de la passer au bac à ultrasons. Et comme ça devrait terminer par enlever le reste de calamine qui traîne à gauche et à droite. Donc pour vous montrer hein, par rapport au rodage, donc là, hein, je ne sais pas si on va bien y voir, mais vous voyez en fait la partie là où ça vient en fait sur le siège, c'est vraiment noir en fait, hein, c'est vraiment pourri. Et quand on voit une soupape, une fois qu'elle est rodée, hein, vous voyez du coup on a quelque chose de gris, de mat. Voilà, si on compare les deux, hein, c'est quand même beaucoup plus propre. Hein, ça a plus rien à voir et normalement ça devrait être étanche sans trop de problèmes. Maintenant qu'on a fini avec le rodage des soupapes, on va mettre la culasse au bac à ultrasons. Allez. Donc j'ai réglé la température sur 40 degrés. On va mettre la culasse à peu près 20 minutes. Allez. Ça va déborder. Oh quelle naze. Oh putain. Bon ben voilà, au moins j'ai fait un petit lavage comme ça. Et c'est fou hein. La culasse elle rentre entièrement dedans, c'est vraiment nickel. Allez. Oh là là, j'en ai foutu partout. Quelle naze. Et c'est parti. Bon, j'ai remonté les 16 soupapes dans la culasse, hein, donc vous pouvez voir, c'est plutôt nickel. Bon, il reste un petit peu de calamine par-ci par-là, mais bon, sincèrement, ça va le faire sans problème. Donc là, nous avons un joint de culasse de 2 litres HDI, 1,55 mm d'épaisseur, donc le plus épais possible que j'ai pu trouver. Parce que pour rappel, hein, l'idée c'était de rehausser au maximum la culasse pour éviter que les soupapes viennent toucher les pistons. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, ça se monte sans problème hein, sur un moteur XU. Les conduits sont identiques, hein, tout est pareil. On va poser la culasse. Hop. Voilà. Donc là, la culasse, elle est positionnée. Ok. Donc ça, c'est plutôt nickel. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, hein, parce que du coup, en fait, moi, j'avais commandé ça, alors qu'en fait, les bons goujons, c'était ça. Donc, ouais, il y a quand même une grande différence, mais je sais pas comment j'ai pu me débrouiller. Je me suis planté dans la commande. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'a proposé hein, sur le site où j'ai commandé. Donc, du coup, moi, j'ai pris ça pensant que ça irait. Et en fait, non, hein, c'est cela qu'il fallait. Donc, voilà, on va enfin pouvoir serrer la culasse. Donc pour serrer la culasse, il vaut mieux être équipé parce que du coup c'est du torx, il faut les avoir en long, c'est quand même mieux. Alors je vais bien en avoir un qui soit aimanté. Ouais. Parce que ça va pas, ça tient pas la douille, alors que celui-là, là, au moins ça tient à peu près la douille. Alors c'est le plus gros. Alors on est sur du combien? On est sur du T55. Ouais, nickel. Allez, je vais les approcher à la péteuse. Alors on se calme, hein, je vais juste les approcher. Oui. Allez, on va se faire une première passe à 70. Maintenant, on va lui mettre 110. Alors, 70, 80, 90, 100, 110. Pas pourquoi je sens que je vais en chier. Allez, go.
Ah. Ah. Voilà. Ouh. Serrage de culasse, c'est fait. J'avais complètement zappé l'histoire des poussoirs hydrauliques. J'en avais 8 qui étaient grippés. Donc je les ai foutus au bac à ultrasons. J'ai pu en sauver 2. Et là, je refais encore une tournée de 20 minutes pour les 6 autres, histoire de voir si ça les répare ou pas. À mon avis, ils doivent être plein de calamine et c'est pour ça qu'ils sont grippés. Et puis si vraiment ça marche pas, je les ferai tremper dans l'huile pendant quelques jours. Ou sinon, j'en achèterai des neufs, tant pis. Ce que j'ai fait également sur le côté, c'est que j'ai remonté le boîtier d'eau. Ce qui est bon à savoir, c'est que le joint de culasse de HDI, en fait, il dépasse légèrement. Donc en fait, on est obligé de le meuler au Dremel pour pouvoir en fait plaquer le boîtier d'eau. Si vous faites pas ça, du coup le joint de culasse empêche le boîtier d'eau d'être plaqué contre. Dedans, j'ai mis un Carlosta 83 degrés tout neuf. La pipe d'eau qui est là, elle est neuve également. Donc voilà, donc ça se remonte à la pâte à joint. Et puis là, j'attends de voir pour les poussoirs hydrauliques. Bon les amis, désolé, je me suis un petit peu enflammé hors caméra. Donc j'ai pu récupérer le reste des poussoirs hydrauliques. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai remonté donc tous les paliers. Pareil, ça se remonte à la pâte à joint. J'ai également installé le kit distribution du 16 soupapes. Ce qui est bon à savoir, c'est que sur le bloc XU, il y a déjà l'emplacement, il y a déjà le trou fileté en fait pour pouvoir y mettre le galet enrouleur du 16 soupapes, puisque sur le TCT, il n'y a pas besoin de ce galet-là. Mais heureusement, il y a déjà l'emplacement. J'ai également installé le pignon du HDI, puisque le pignon du TCT, lui, est beaucoup trop fin, puisque la courroie de TCT est beaucoup plus fine. Donc, on est obligé de récupérer soit le pignon de HDI, soit le pignon du 16S. Et puis voilà, je me suis assuré que les soupapes ne venaient pas toucher les pistons. Et là, ce qu'on va faire, on va regarder avec la caméra endoscopique pour être sûr qu'il y ait suffisamment de distance entre le piston et les soupapes. Là, en fait, ici, là, vous avez le piston et là, vous avez la soupape. Et regardez, quand je viens tourner mon vélo, vous voyez, mon piston descend et ma soupape descend également. Sincèrement, on a quand même pas mal de marge. Donc moi, je pense que c'est validé. Alors, je vais remonter. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Là, mon piston est tout en haut. Ma soupape, elle est fermée. Alors, la résolution n'est pas tip-top. Hop, là, vous voyez, mon piston descend. Ma soupape, elle s'ouvre. Donc là, sincèrement, je pense qu'on a largement de la marge pour la dilatation. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, pour moi, je valide. C'est nickel. Hop, voilà, super. Vous voyez, la soupape, elle est là. Et si je tourne de l'autre côté, on devrait voir les autres soupapes également. On verra pas très bien. Non, on verra pas très bien. Mais bon, voilà, franchement, je pense que ça va le faire sans problème. On se retrouve rapidement sur mon Duster. Mon partenaire Vevor m'a envoyé un détecteur de fuite à fumée. Donc comment ça fonctionne? Eh bien écoutez, rien de bien compliqué. Ici sur le dessus, vous avez de quoi mettre de l'huile. Donc dedans on met de l'huile minérale et fourni avec une petite burette qui vous permet de remplir. Donc moi j'ai déjà mis l'huile dedans. Sur votre véhicule, vous devez débrancher la partie débitmètre. L'idée, c'est d'avoir directement le manchon d'admission comme ça à l'air libre. Donc moi, sur le Duster, je suis obligé de défaire complètement la boîte à air, mais il y a beaucoup de véhicules où le manchon d'admission se défait très facilement. Vous avez un des embouts qui est fourni, donc là, on va avoir besoin du cône. Je vais le prendre, je vais venir l'insérer fortement dedans pour que ça soit le plus étanche possible. Ensuite, la machine en elle-même, pour la brancher, rien de compliqué. Vous avez la batterie de votre véhicule juste à côté. Donc, vous venez brancher les pinces. J'ai déjà branché le plus, je vais mettre le moins. Voilà, ça lance la machine. Sur le côté, vous avez un interrupteur. Soit vous envoyez de l'air, soit de la fumée. Là, vous voyez, ça envoie donc de la fumée. Vous venez vous brancher directement dessus. Donc là, ça va envoyer de la fumée dans tout le circuit d'admission. Ça va vous permettre de contrôler si vous n'avez pas une fuite quelque part, un tuyau de dépression qui serait débranché ou éventuellement un échangeur en face avant qui serait percé, puisque s'il est percé, du coup, vous verrez de la fumée en fait qui va remonter. Moi, j'ai pas de fuite sur mon véhicule. Par contre, je peux en créer une pour vous montrer. Là, par exemple, j'ai ce tuyau-là qui, lui, en fait, va au capteur de pression. Donc, lui, il est pris sur mon circuit de suralimentation. Je vais l'enlever. On fait comme si le tuyau était coupé. Voilà,
Et là, vous voyez, hein, si le tuyau serait réellement coupé, et bien en fait, avec la machine à fumer, on le verrait tout de suite. Surtout si c'est un tuyau en fait qui est en dessous. Franchement, c'est top parce qu'au moins, on voit tout de suite la fumée remonter. Des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas visuellement. Et au moins, avec la fumée, vous êtes sûr de trouver n'importe quelle fuite. Alors ici, vous avez tout un tas d'embouts qui sont fournis avec. Celui qui me plaît bien, moi, c'est celui-ci là pour tester directement les échangeurs d'air quand ils sont démontés. Parce que l'idée, en fait, c'est que vous l'emboîtez directement dedans, vous pompez et vous voyez, en fait, le boudin, il vient se gonfler. Et pour le dégonfler, hop, voilà, il y a juste à dévisser ça et ça vient dégonfler le boudin pour pouvoir l'enlever. Hein. Et puis c'est ici là où vous faites rentrer la fumée dedans. Donc vraiment, non, c'est vraiment tip top. Et puis après, hein, vous avez tout un tas d'embouts hein, pour venir boucher des conduits ou des choses comme ça. Si le produit vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets le lien en description avec un petit code promo pour avoir une remise de 5%. Profitez-en parce qu'en ce moment, ce sont les Black Friday. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas et passez bien par mon lien parce que forcément, moi, je récupère une petite commission. Ça soutient la chaîne, etc. etc. Voilà, bah, écoutez, moi, je vous remets devant la vidéo. Bon, j'ai remonté le carter d'huile. Alors, il a vraiment une sale tronche. Hein. J'ai essayé de le nettoyer du mieux que je pouvais, mais j'ai plus de nettoyant frein, j'ai plus rien. Donc, j'avais un dégraissant moteur, donc je m'en suis servi pour le nettoyer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'intérieur, il est vraiment comme neuf. Hein. J'ai nettoyé à mort dedans. Ça se remonte à la pâte à joint, ce qui est pas cool. Hein. J'avais acheté un joint Ridex là, ce joint là, mais ça c'est pour les carters alu. Du coup, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai remonté d'autre? Ben du coup les deux couvre-culasses, donc ça c'est pareil, il y a pas de joint, hein, tout se remonte à la pâte. Alors on est obligé de mettre une certaine épaisseur de pâte à joint. Alors c'est un peu l'inconvénient en fait du couvre-culasse alu. Sur le couvre-culasse en plastique, ben lui vu que c'est une nouvelle génération, Peugeot avait mis un joint, du coup un vrai joint, et là malheureusement les couvre-culasses en alu, même s'ils sont plus jolis, ben, chaque fois qu'on les démonte, ben, il faut gratter la pâte et puis il faut tout remonter à la pâte. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. En tout cas, tout est remonté, donc ça c'est plutôt cool. Donc ouais, ça avance. Bon, je vais pas trop m'exciter, hein, parce que si ça se trouve au premier démarrage, tout va casser. Alors le premier démarrage, ça va être dans quelques mois, mais bon voilà, j'espère sincèrement que ça va le faire. En tout cas, moi je trouve ça très sympa et surtout ça avance. Et voilà, le plus beau pour la fin. Sincèrement, ça va être magnifique. Alors ça c'est un turbo Max Speeding Rods. Regardez-moi ça. Ouais, ça va le faire. Hein. Sincèrement, ça va être plutôt cool. Bon, je pense que le corps froid, faudra le tourner différemment. J'ai pas la partie outlet, donc ça c'est pareil, faudra que je la commande. Concernant le collecteur d'échappement, vous pouvez voir hein, que c'est une ébauche qui n'est pas terminée. Je fais un partenariat avec Laurent Motors. Ils n'avaient pas de collecteur d'échappement turbo déporté pour tout ce qui est XU, donc je leur ai proposé en fait moi de les aider à le faire. Hein. Donc en fait ils ont fait toute l'ébauche que vous voyez qui est là, et en fait après ça va être à moi de m'assurer que tout se monte bien. En tout cas, la partie platine, elle est parfaite côté culasse. Et après, il faudra que je vois, une fois que le moteur est dans la 306, il faudra que je m'assure que le collecteur passe bien. Donc, vous pouvez voir, hein, ce ne sera pas un collecteur spaghetti à 3000 €, parce que effectivement, là, l'idée, c'est d'avoir en fait un collecteur, on va dire, à prix attractif. Donc, on aura effectivement cette partie conne là, et puis après, hein, ce sera directement des tubes qui seront légèrement coudés comme ça. Voilà, mais il n'y aura pas de spaghetti, rien. L'idée, c'est d'avoir un produit fini et qui coûte pas les yeux de la tête. Et puis, comme il n'y a rien sur le marché, sincèrement, ce sera vraiment une bonne chose. Bon les amis, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Dans le prochain épisode, on assemblera la boîte avec le moteur, on jette le moteur dans la 306. Alors dans combien de temps? Je vous avoue que je sais pas du tout. Ce sera à mon avis dans quelques mois. Voilà, comme je vous disais en début de vidéo. Donc on va voir au fur et à mesure comment ça se passe. Ça va dépendre des finances, ça va dépendre de plein de paramètres que je ne maîtrise pas encore. Avant de vous quitter, il fallait quand même que je vous montre quelque chose. Ici là. Alors, j'ai commencé donc hors caméra à remettre le support d'alternateur et je viens de me rendre compte qu'en fait, il faut également changer la poulie dumper parce que comme on a mis un pignon de vélo en fait qui est plus large, forcément ça décale la poulie dumper. Donc il faut que j'en trouve une de 16S et j'ai remonté également l'antibasculeur. Voilà. Donc ouais, ça avance. Je vous refais un petit tour rapide. Ouais, franchement, ça va le faire, hein, c'est vraiment nickel. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!